seul, il a ciblé plus de 10 000 numéros sur les 50 000 révélés par cette fuite de données. Le Maroc est un gros client de NSO et un acteur clé de cette cybersurveillance. Sur ce plateau, je suis la seule que ce pays n'a pas tenté d'espionner. Tous mes invités ont ce point commun, leur travail ou leur engagement pour les droits de l'homme dérange cette monarchie dont la réputation supposée moderne, progressiste de son roi Mohamed VI cache mal, très mal, un régime autoritaire qui bâillonne les opposants et les journalistes. Avec moi ici à Paris, Lénaïque Bredou de Mediapart, toujours fidèle compagnonne de cette émission spéciale, et Rosa Moussaoui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Humanité, vous êtes spécialiste du Maghreb, vous avez signé plusieurs enquêtes sur le royaume, parfois avec notre collègue Rachida El Azouzi, notamment sur la répression qui vise le journaliste marocain Omar Radi par le régime. Hicham Mansouri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes marocain, vous êtes journaliste et vous vivez en exil en France depuis 2016. Vous avez fui le Maroc après plusieurs mois de prison, des menaces, des agressions physiques et verbales. Et votre téléphone a été infecté 20 fois ces derniers mois. Joseph Breham, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocat et à ce titre, vous défendez des militants sahraouis, des Marocains qui portent plainte contre le régime pour des actes de torture. Et vous aussi, vous avez été ciblé par Pegasus. Et nous sommes en ligne avec Mahati Mondjib. Bonsoir Mahati, je vous vois dans l'écran. Vous nous entendez? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oui. On est ravis que vous soyez là. Vous êtes historien, vous êtes défenseur des droits humains et vous nous parlez depuis Rabat, ce qui est franchement courageux, car vous avez été emprisonné 3 mois par le régime marocain, puis libéré en avril dernier après une grève de la faim et une mobilisation nationale et internationale. Vous avez été espionné par Pegasus depuis 2018. C'est Amnesty qui vous en avait informé. À chacun, pour commencer, un mot pour dire comment vous avez réagi en apprenant que vous étiez la cible de Pegasus et du Maroc. Hicham. Personnellement, je n'étais pas surpris puisque j'ai été diffamé sur la base d'appels téléphoniques professionnels et privés que j'ai eus. Par contre, j'ai été surpris de l'étendue du phénomène. Rosa. Alors, apprendre qu'on a été exposé à une telle intrusion dans la vie privée, dans les données personnelles, c'est quelque chose d'absolument sidérant et fort désagréable, comme le rappelait Lénaïque tout à l'heure. Moi, j'ai aussi eu une réaction un peu de culpabilité vis-à-vis de mes sources, parce qu'en fait, ce sont elles qui encourent les plus grands dangers aujourd'hui au Maroc. Et puis, je suis extrêmement choquée, en fait, Agnès Calamard le rappelait, par la passivité qui règne devant un tel scandale d'espionnage, d'atteinte à la vie privée, aux données personnelles, au secret des sources des journalistes. Joseph Breham. Deux plans de réaction. Le premier, c'est que je pense qu'il y a une ligne qui a été franchie. C'est un combat politique qu'on mène, c'est pas un combat personnel. Moi, personnellement, je me contrefiche de savoir qui est le dirigeant du Maroc, que ce soit Mohamed VI, Abdelatif Hamouchi ou n'importe qui. Je m'occupe pas de leur vie privée, ils n'ont pas à s'occuper de la mienne. Et donc, ils n'ont pas à s'occuper de mes gosses, ils n'ont pas à s'occuper de tout ça. Et le deuxième plan de réaction, c'est la professionnelle, savoir que potentiellement, alors qu'a priori, les combats qu'on mène sont des combats pour plus de liberté, donc pour plus de sécurité pour les Marocains. Savoir que potentiellement, via ça, il y a certains Marocains, certains clients qui auraient été mis en danger, voire qui ont subi des dommages. Ça, c'est mon deuxième niveau de réaction. Voilà. Mahati Mondjib, vous êtes là, vous nous entendez. Comment vous avez reçu ces révélations du projet Pegasus ? Tout d'abord, moi, j'étais informé suite à un rapport d'Amnesty International en 2019 que j'étais donc espionné et ils ont publié un rapport technique sur ça. J'étais en fait, selon ce rapport, pour la première fois espionné donc le 15 novembre 2017 et une deuxième injection le 20 novembre donc, de la même année, la même semaine. Et quand je vois ces 5 jours-là, pendant lesquels je n'étais pas donc espionné, j'étais en Afrique du Sud. Donc, si vous voulez, j'étais espionné au Maroc juste avant mon départ et en France, parce que j'ai passé par la France, l'avion est passé par la France et on est resté donc, je crois, 3 heures à Paris, à l'aller et au retour. Donc, j'étais infecté au Maroc et pendant mon séjour en France de quelques heures, mais jamais en Afrique du Sud. Donc il faut analyser ça. Je crois que le Maroc considère la France, la République française, comme une arrière-cour, donc il ne craignait pas. Mais quand j'étais en Afrique du Sud, et l'objectif c'était pour m'espionner, qu'est-ce que j'allais faire en Afrique du Sud,
parce que le Maroc considère l'Afrique du Sud comme le premier ennemi ou le premier État hostile au Maroc, vu leur position sur la question du Sahara. Et donc voilà, donc j'étais déjà au courant que j'étais donc espionné par Pegasus depuis 2019, mais je l'étais en fait depuis 2017, depuis mon voyage donc en Afrique du Sud. Et pour montrer que ces services-là qui m'espionnaient, les services marocains, sont très liés à certains médias de l'intelligence, le 360, alors que j'étais dans l'avion j'étais encore dans l'avion à l'aller, le 360 a publié un article qui existe jusqu'à aujourd'hui sur son site. Le 360, c'est un média qui est fondé par le secrétaire particulier du roi et qui suit un groupe d'officiers de l'intelligence. On dit que j'allais vendre en fait le Sahara à l'Afrique du Sud parce que tout simplement l'Afrique du Sud soutient le Polisario. Ils ont dit exactement que j'allais en fait servir la soupe aux ennemis de l'intégrité territoriale. Comment j'ai perçu donc Pegasus? C'est pour moi, sur le plan marocain, c'est la découverte d'un charnier symbolique. Il y a plein d'hommes et de femmes assassinés, marocains je veux dire, ils sont vraiment assassinés moralement. Il y a des gens qui ne se relèveront jamais de ce charnier, qui sont assassinés moralement, parce que avant même que Pegasus le sache, parce qu'eux ils le savaient, souvent on le sait, parce qu'il y a dans la diffamation, la presse de la diffamation qui suit les services marocains, en fait publie des informations et on sait que ça ne peut provenir que de l'iPhone ou du téléphone ou de l'ordinateur. Donc on sait qu'on est espionné et les gens s'arrêtent totalement en général de parler, sauf quelques personnes qui continuent à lutter, etc., etc. Et je vous donne plusieurs exemples que les gens, quand ils sachent qu'ils sont espionnés, par exemple, il y a des hommes politiques très importants au Maroc. Par exemple, le chef du premier groupe parlementaire en 2016, quand il a su qu'il a été espionné, parce qu'on a publié des choses sur ça, soi-disant, ils ont dit qu'il a couché avec une femme parlementaire au Parlement. Et vous savez qui a annoncé ça? Je crois que ça ne peut exister qu'au Maroc. Qui a annoncé, qui a lancé cette campagne de diffamation contre ce chef de groupe parlementaire? C'était le chef de la Chambre des députés lui-même, qui était sans doute sous écoute, et donc il est pris, et donc les services lui ont demandé de lancer lui-même, parce que c'était un homme qui était considéré comme dangereux, politiquement parlant, électoralement parlant, et c'était 3 semaines avant les élections de 2016, qui étaient très, très, très importantes et décisives pour le régime. Donc le chef, tout simplement, de la Chambre des députés marocains, a réuni principalement les sites de diffamation. Il a tout simplement dit publiquement, voilà, j'ai convoqué madame la parlementaire et monsieur le parlementaire, ils ne sont pas venus parce que je les soupçonne d'avoir couché, ils sont tous les deux mariés, et ils ont couché dans le Parlement lui-même, c'est-à-dire dans le building du Parlement. Imaginez ça, ça ne peut exister même pas dans le Zimbabwe de Mugabe, parce qu'il a utilisé aussi le sexe, même pas dans l'Azerbaïdjan d'Aliyev. Je crois que ça ne peut exister qu'au Maroc. Et donc, cet homme-là, que je connaissais personnellement, que je connais toujours, d'ailleurs, il ne me dit plus bonjour, ce monsieur-là a totalement changé de camp. C'était le numéro 2 politiquement de son parti, et maintenant, il est obligé soit de se taire, soit de se mettre du côté du régime. Je peux vous donner au moins 3 à 4 exemples, mais je ne vais pas vous prendre trop de temps, d'hommes et femmes qui ont, et il y a une femme aussi, une parlementaire, ils sont obligés de changer leur opinion et de travailler donc pour le régime ou du moins de devenir sans voix. Donc ce véritable charnier aura une date au Maroc, ça fera date au Maroc, surtout que c'est lié à l'accord avec Israël, l'accord avec Israël qui renonce à soutenir donc les Palestiniens d'une façon décisive et historique, a été très mal reçu au Maroc. Plus le Maroc, disons, confirme cette alliance stratégique avec Israël, il vient de signer un accord de sécurité électronique avec l'État d'Israël juste le 21 juillet, tout simplement pour confirmer son engagement avec le gouvernement extrémiste et raciste d'Israël. Et donc cela est très, très, très mal reçu par les Marocains. La majorité des Marocains sont pro-palestiniens.
Ils sont bien sûr pour le secret de la vie privée, etc. Et le régime n'est même pas au courant, on peut dire. Pardonnez-moi, Mathilde Mounjib, je vous coupe parce que sur le plateau, j'ai des visages qui font des expressions, qui ont envie et besoin de réagir à ce que vous dites. Rosa Moussaoui, puis Lénaïque Bredou. Oui, je voulais réagir à ce que dit Mathie lorsqu'il parle de charnier symbolique et d'assassinat moral. Je crois que ce sont des expressions très violentes, mais elles reflètent une réalité marocaine que désormais tout le monde est contraint de regarder en face. Et je voulais simplement dire que jusqu'ici, nous étions extrêmement isolés, y compris dans le paysage de la presse française, à s'intéresser à ces réalités-là, aussi avec l'idée que nous pouvons ici mener les enquêtes, écrire les articles, faire les interviews et faire les reportages aussi. Alors maintenant, c'est plus le cas, mais que nos confrères au Maroc ne peuvent pas faire parce qu'ils sont sous cette menace. Et ce que nous apprend cette extraterritorialisation par le Maroc, des méthodes de répression qui se retournent déjà depuis bien longtemps contre les défenseurs des droits humains, contre les journalistes sur son propre sol, c'est que nous sommes, nous, désormais, à notre tour exposés. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais l'avantage, c'est qu'avec cette affaire, enfin, on nous écoute, enfin, on nous entend et on ne nous regarde pas avec des grands yeux lorsqu'on évoque les filatures, les menaces, les intimidations, etc. Parce que je voudrais... vous écrivez beaucoup sur le Maroc, vous y allez régulièrement pour votre travail. Quand vous y allez, vous êtes parfois, souvent peut-être tout le temps, suivi, surveillé, vous le voyez, vous le savez. En quoi cette surveillance-là, elle est différente ? Ben, elle est invisible, indétectable, et donc elle est d'autant plus terrifiante et d'autant plus vertigineuse. Je crois qu'elle est aussi, elle cherche à intimider, à réduire au silence, et c'est une manière en fait c'est la méthode marocaine. Enfin, Hicham, toi, tu as parlé de la stratégie sexuelle. On essaye de piocher dans la vie privée des gens un petit élément à partir duquel on brode toute une histoire pour briser une réputation et donc réduire les gens au silence. Et c'est bien cette stratégie d'une extrême violence que le pouvoir marocain essaie aujourd'hui d'exporter hors de ses frontières. Léna. On parlait dans le premier plateau du fait qu'on voyait avec le projet Pegasus quelque chose de différent par rapport aux affaires d'espionnage précédentes, c'est-à-dire le visage de ces hommes et des femmes ordinaires en réalité qui sont visés par Pegasus et qui sont ni des chefs d'État, ni des chefs de gouvernement, etc., etc. Mais on voit aussi les conséquences concrètes. Et effectivement, pour poursuivre ce que vient de dire Rosa, dont Hicham Mansouri ou Mathilde Mounjib peuvent témoigner depuis des années, mais dans un silence français quand même assez hallucinant, à quelques exceptions près évidemment, mais quand même dans un silence généralisé, parce que quand on parle de la presse de diffamation, il faut voir ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que vous brisez des gens, vous brisez des vies, effectivement, en prenant des éléments, comme vient de dire Rosa. C'est ça, concrètement, ce que fait l'espionnage. C'est pas juste quelque chose de théorique, c'est pas juste quelque chose de... Déjà, ça, c'est très violent, savoir que vos données sont quelque part sans votre consentement, c'est déjà quelque chose de très violent, mais quand elles sont utilisées concrètement, c'est comme ça que vous humiliez des gens, c'est comme ça que vous réduisez des gens au silence. C'est cette violence-là concrète, qui était déjà largement documentée, qu'on voit là sur la table avec tous les éléments chronologiques de preuves qui peut-être manquaient peut-être à certains ou à certaines pour comprendre quelle est la stratégie, l'industrie en fait de la diffamation, parce que c'est une vieille technique. Voilà, diffamer les gens pour les discréditer, c'est ce que tous les régimes autoritaires font partout, et pas que les régimes autoritaires, soit dit en passant, partout sur la planète depuis toujours. Donc c'est une vieille méthode, mais avec une arme redoutable. Hicham Mansouri, comment ne pas perdre totalement espoir ? D'abord, grâce à des médias comme vous, c'est-à-dire des enquêtes sérieuses, approfondies, parce que comme a dit Rosa, ça fait des années qu'on essaye d'éveiller les consciences des intellectuels et des politiques français. Ça n'a pas toujours été facile. Et le plus simple pour nous de convaincre les simples citoyens, entre guillemets, simples citoyens français qui sont très militants sur plusieurs causes, que de convaincre des politiques. Et pour moi, ce n'est pas une crise ou un scandale marocain, c'est un scandale français, marocain, israélien, voire Émirats arabes unis, puisque des pays comme les Émirats arabes unis essaient d'utiliser ces moyens pour contrecarrer les vents du printemps arabe. Donc il faut contextualiser les choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui datent d'au moins 2015. Et nous, on a eu des preuves qu'on a été espionnés depuis au moins 2015, à travers notamment les médias de diffamation. Et le silence français, il peut être expliqué en partie
par cette relation qui n'est pas, à mon avis, naturelle, qui est aussi le résultat de la crise interne française et démocratique, à savoir des élites politiques qui sont là pour plus servir leurs intérêts personnels et des intérêts économiques privés. Et en face, on a une diplomatie marocaine qui comprend très bien le fonctionnement du système politique français en adaptant une diplomatie. On a parlé tout à l'heure de l'hôtel, le fameux hôtel Mamounia, à savoir une diplomatie basée sur, désolé, je ne vais pas donner des exemples, mais des choses les plus basiques, les plus biologiques, les plus instinctives qu'on peut pas faire sur le sol français et qu'on se permet de faire au Maroc. Donc c'est peut-être le moment de révéler tout ça, de contextualiser tout ça, de le vulgariser aussi aux citoyens français, parce que ça ne peut que être bénéfique à la fois pour la France, les vrais intérêts français et non pas les intérêts d'une minorité ou d'une élite, et à la fois, et c'est pas le plus important pour moi, mais en tout cas en tant que d'abord marocain, c'est très important, la question des droits humains au Maroc, puisque je pense au moins 3 de nos journalistes, des meilleurs journalistes qui sont aujourd'hui en prison, malheureusement condamnés à de longues peines pour des... citer Omar Radi, Souleymane Rassouni qui est en grève de la faim depuis 112 jours et qui risque vraiment de mourir en prison, et Tawfiq Bouachtrine, pour des dossiers de viol, d'espionnage, même de traite humain. Et c'est la conséquence de cette coopération, de cette relation malsaine avec l'Europe, avec Israël, avec la France, qui permet ce genre de pratique. Et donc, si j'ai un appel à faire, c'est d'abord de libérer et de se mobiliser pour libérer ces détenus politiques-là, parce qu'ils sont la victime de cette coopération, et je pense que la France est en partie responsable. Joseph Breham, Lénaïque Bredou, il y a un homme qui est central dans l'appareil sécuritaire marocain, c'est lui, Abdelatif Hamouchi, un homme puissant sur lequel vous avez tous les deux travaillé, ce qui pourrait expliquer votre ciblage. Qui est-il? Quel a pu être son rôle dans cette opération? Abdelatif, alors quel est son rôle précis dans l'opération? Ça, moi, j'en sais rien. Voilà, l'enquête le dira. En revanche, qui est-il? C'est le patron de la DGST, donc des services secrets marocains, des services a priori intérieurs, mais enfin, il semblerait faire beaucoup à l'extérieur également. C'est surtout le meilleur allié de la France. Tout le monde faisait état tout à l'heure du silence assourdissant, non ça c'est mes mots, mais de la France. Mais ce qui est absolument certain, c'est que lorsque des plaintes sont déposées contre Abdelatif Hamouchi pour torture, on l'élève. Alors je ne sais plus s'il était officier, il est devenu grand officier de la Légion d'honneur ou commandeur, grand commandeur. Je ne sais pas, je ne connais pas les termes précis, mais enfin on le décore. Lorsque les bons et loyaux services sur la lutte contre le terrorisme, on est au lendemain des attentats. Oui, enfin contextualise. En tout cas, c'est la raison officielle. C'est le prétexte donné, effectivement. Lorsque une juge d'instruction le convoque à Paris, comme on convoque des potentiels délinquants tous les jours, non seulement il n'y va pas, parce qu'évidemment lui n'a pas besoin de répondre à la justice française, mais en plus la France accepte de modifier la convention, l'accord entre la France et le Maroc pour l'entraide judiciaire. C'est la... Pour lui offrir une porte de sortie. Oui, pour lui offrir plus qu'une porte de sortie, pour permettre l'impunité du système tortionnaire marocain, parce que c'est ça la réalité. C'est que la France, malgré pourtant des conventions internationales qui lient la France, c'est la convention contre la torture, c'est tout un tas de conventions, a accepté de limiter spécialement pour le Maroc sa capacité, sa compétence à enquêter pour des tortures qui ont lieu au Maroc. On ne fait pas ça pour l'Algérie, on ne fait pas ça pour Israël, on ne fait pas ça pour aucun pays, sauf le Maroc. Pourquoi? Alors on parle de la Mamounia, il y a peut-être d'autres raisons secrètes, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des valises qui passent de Rabat à Paris et qui ont financé tel ou tel parti, peut-être que c'est simplement le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes politiques français qui sont nés à Rabat, je ne sais pas. Qui aiment aller en vacances. Voilà. En l'occurrence, c'était une décision, mais qui était faite sous François Hollande, donc le quinquennat précédent, qui s'inscrivait, alors qui s'est totalement inscrit dans une continuité depuis des décennies. D'Hassan II à Mohamed VI, de fait, les rois ont changé, les présidents français ont changé. Une chose n'a pas changé, la relation étatique, parce que il ne s'agit pas de parler des relations entre les pays ou même les populations, ça c'est tout à fait autre chose, mais les relations diplomatiques, économiques, d'intérêt partagé entre l'État français et le Royaume du Maroc se repose sur une stabilité très forte.
qui, de président de droite à un président socialiste, ne change absolument pas, parce que cet exemple-là, qui est franchement un scandale, et alors c'est pareil, à l'époque, enfin, vraiment, les voix qui se sont élevées sur ce sujet, pourtant nombreuses, y compris dans les instances officielles du Premier ministre, c'est-à-dire par exemple la CNCDH, ou des juristes imminents et évidemment les défenseurs des droits humains au Maroc ou en France se sont élevés contre cet accord de coopération judiciaire qui fait effectivement, comme vient de le dire Joseph Brem, que par exemple la France doit prioritairement informer le Maroc quand une plainte est déposée contre un dirigeant marocain. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Enfin, c'est absolument sidérant. Et donc c'est à la suite justement d'un an de brouille diplomatique, de gel de coopération entre les deux pays, un an pour cette convocation d'Abdelatif Hamouchi par la justice française, qu'à la suite de ça, cet accord a été signé et qu'il a été élevé dans le grade de la Légion d'honneur, Abdelatif Hamouchi. Donc c'était vraiment une cérémonie où la France a montré au Maroc jusqu'au bout, enfin au Maroc, au Royaume du Maroc, à quel point elle se mettait exactement. Peut-être juste un élément là-dessus. Je crois qu'on se confronte aussi à des intérêts enchevêtrés entre des grandes entreprises françaises et la monarchie marocaine et la famille royale. Omar Adil enquêtait là-dessus aussi, entre autres. Et je voudrais simplement dire que la surveillance numérique au Maroc, elle n'a pas commencé avec Pegasus. Elle a commencé bien avant le mouvement du 20 février 2011, lorsque le peuple marocain, la jeunesse marocaine se sont soulevés. Elle s'est beaucoup durcie à ce moment-là parce que le régime a cherché à contrecarrer toute cette génération qui maîtrisait parfaitement les réseaux sociaux et ces nouvelles formes de mobilisation. Et elle s'est beaucoup durcie au moment du boycott de Danone, lorsque un boycott de Danone... L'appel était lancé sur les réseaux sociaux et il est devenu complètement immaîtrisable. Il a pris une proportion incroyable. Et là, il y a eu un durcissement encore de la surveillance numérique. Mahatim Manjib, vous suivez nos discussions ici en plateau. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Juste, je fais une remarque, c'est que peut-être que les techniciens israéliens aident certains clients à utiliser et peut-être même à accepter ou ne pas accepter certaines cibles. Parce que je remarque, pour le Maroc, par exemple, quand j'ai été espionné donc, de 2017 à 2019, Jerusalem Post, qui est très proche du gouvernement extrémiste de Netanyahou à l'époque, a dit, mais Mahatim Manjib, même si on l'espionne, il a quelque chose à se reprocher. C'était un peu plus fort parce que c'est en anglais, mais je peux le traduire comme ça. Voilà. Et aussi, je remarque que le seul dirigeant américain qui a été potentiellement donc, espionné par NSO via le Maroc, c'est Robert Malley. Et Robert Malley, on sait que c'est l'un des très rares dirigeants, ou disons membres de l'élite de Washington, qui est considéré comme contre la politique d'expansion d'Israël, et même ouvertement. D'ailleurs, il était le seul dirigeant américain qui avait dit qu'en 1998, c'était le gouvernement israélien qui a fait échouer les négociations avec Arafat, alors que Clinton, son chef, parce qu'à l'époque, il était chargé de mission auprès du président donc, Clinton, et il avait dit dans le New York Times aux Books que c'était vraiment... Et là, moi, je l'ai rencontré en 2009, je lui ai dit comment ça se fait, vous avez une carrière aux États-Unis politique, comment ça se fait, vous critiquez donc Israël, et il m'a dit je ne suis pas intéressé par une carrière politique, mais maintenant, il a été espionné parce qu'il a été nommé, donc jusqu'à 2021, il n'avait pas fait de politique, mais il a été nommé pour suivre l'affaire iranienne donc au sein du gouvernement Biden. Donc je pense que des techniciens israéliens et même peut-être des politiques participent à choisir les cibles, parce qu'il y a eu cette révélation, si on peut dire, du Washington Post, du Jerusalem Post, pour dire qu'on peut donc espionner les gens qui ont des choses à se reprocher du côté, si vous voulez, israélien. Voilà. Donc pour le Maroc, en fait, ça montre aussi que ce n'est plus les politiques qui gouvernent, mais c'est les quelques officiers de sécurité. Par exemple, moi, quand j'étais libéré après ma grève de la faim, c'est pas le juge qui a décidé. Le juge, pendant une demi-heure, il n'était même pas au courant. L'un des avocats lui avait téléphoné quand il a vu, quand ça a été publié par la presse donc des services que j'allais être libéré, et il avait dit non, c'est pas moi, je suis pas au courant. Peut-être qu'il est libéré, mais c'est le juge qui devait me libérer.
Et donc, c'était carrément 4 policiers qui sont venus, dont 2 sont membres de la police politique, et d'ailleurs, qui ont négocié d'une certaine façon, parce qu'au début, ils m'ont dit, on vient vous libérer, est-ce que vous rompez le jeûne? Je leur ai dit oui, si c'est sûr que vous me libérez. Oui, donc j'arrête ma grève de la faim. Et en fait, dès que j'ai vu le lait qu'ils m'ont apporté chaud, ils m'ont dit, mais on va vous retirer vos passeports. Pour vous dire comment, en espionnant les gens, on connaît même leur psychologie. Parce qu'ils savaient que je n'allais pas refuser de donner le passeport français, parce que je me considère aussi patriote marocain. Et donc, voilà, j'ai donné les 2 passeports. Et ils m'ont dit, mais ne craignez rien, parce qu'ils avaient peur que j'hésite, que je dis non. Parce que de toute façon, la décision était prise que je sois libéré inconditionnellement. Mais la police politique, ils sont très malins et ils croient servir le régime en négociant même les dernières minutes d'une action politique, disons, positive du régime, parce que c'est le régime qui avait décidé, pas la police politique, disons, c'est pas eux qui font tout quand même, parce qu'ils sont au service du régime, mais ils facilitent, disons, la décision et ils participent à la décision. Et donc, voilà, ils ont négocié jusqu'à la corde, si vous voulez dire, si on peut dire. Et voilà, même d'autres, il y a eu d'autres concessions aussi. Oui. Et donc, voilà, donc j'étais obligé. Du pouvoir, encore une fois, pardon, je vous coupe, c'est pas simple quand vous n'êtes ne pas en plateau, Mahati Mandji, mais preuve effectivement de la toute-puissance de la police politique au Maroc. Un petit mot peut-être, oui, Rosa, pour rebondir simplement pour dire que si l'État marocain a franchi une telle ligne rouge en faisant espionner ou en désignant comme cible des personnalités françaises, c'est qu'en fait il s'est senti autorisé à le faire. Et je voudrais simplement évoquer une scène. Ça se passe en 2017 dans le Rif. Un extraordinaire soulèvement populaire se prolonge depuis des mois pour demander des services publics, des conditions de vie dignes du travail, un soulèvement pacifique, complètement incroyable. Et là, une très violente répression s'abat sur les révoltés du Rif. Et Emmanuel Macron se rend à Rabat pour un dîner privé avec le roi du Maroc, et il ressort de ce dîner privé, il se mue en porte-parole du palais en expliquant qu'il n'y a pas de répression. Et très exactement au même moment, des dizaines de manifestants, de militants du Rif sont jetés en prison. Et je voudrais simplement citer, on a cité Omar Radi, Raïsouni, Bouachrin, je voudrais citer le nom de Nasser Zefzafi, qui était le porte-voix des révoltés du Rif et qui purge actuellement dans des conditions atroces une peine de 20 ans de prison. Il a été torturé, il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants, et je crois que son cas illustre aussi la violence de ce régime autoritaire. Alors le Maroc nie tout en bloc et annonce toute une série de plaintes dont on a parlé contre Forbidden Stories, Amnesty, contre des médias qui ont fait ces révélations et contre Mediapart. On va juste rapidement écouter, ça vaut quand même de l'écouter, l'avocat du Maroc en France, maître Olivier Baratelli, qui a réagi, était bien énervé. Il a réagi depuis Paris pour le compte du Royaume. Jamais le Maroc n'a eu un contact commercial avec NSO, l'entreprise israélienne. Le Maroc n'est pas client de cette entreprise israélienne et le Maroc n'a jamais, vous m'entendez bien, jamais utilisé le logiciel Pegasus dont nous parlons. Le Maroc met au défi ses accusateurs d'apporter des preuves, mais ça ne suffira pas. Le Maroc veut savoir à qui profite le crime. Qui est derrière cette entreprise de déstabilisation? Qui a intérêt à salir la relation diplomatique longue, confiante, amicale qui existe entre la France et le Maroc? Alors, les preuves, on en a parlé dans le précédent plateau. J'invite Olivier Baratelli à regarder notre émission. Comment est-ce que vous analysez ce genre d'offensive à la fois judiciaire et médiatique aux accents complotistes? Parce que là, quand même, il est en train de dire qui est derrière ça. Qui veut répondre en face de... Premièrement, je suis tenu à une obligation de confraternité, donc je ne dirai pas ce que j'en pense. Ça c'est un, mais en revanche, qui a intérêt à faire ça? J'en sais rien. En revanche, moi je peux poser une question. Qui a intérêt à écouter Claude Mangin? Il est démontré que Claude Mangin a été écouté, qui est une prof d'histoire retraitée.
qui est, comme toutes les profs d'histoire, très intéressante, enfin, a priori, pas susceptible d'être écoutée dans l'absolu, et qui a seulement une seule caractéristique, c'est qu'elle est l'épouse d'un homme qui s'appelle Nama Asfari, qui a été condamné, torturé au Maroc, reconnu comme tel par le comité contre la torture, condamné à 30 ans de prison pour des soi-disant meurtres, alors qu'il était déjà sous écrou au Maroc au moment des meurtres. Donc, qui, à part le Maroc, a intérêt à écouter Claude Mangin? Qui a intérêt à écouter Obi Bouchraya, qui est le représentant diplomatique du Front Polisario en Europe? Qui a intérêt à écouter Philippe Bouissou, qui est le maire d'Ivry? Et là, je vous cite que mes clients. Hein, le maire d'Ivry qui, une semaine après qu'il y ait eu un scandale dans son conseil municipal avec interruption extrêmement violente, protection par la police, parce qu'il osait vouloir verser, je crois que c'était 5 000 € de subvention à une association sahraoui. Qui a intérêt à faire ça? Voilà, donc je ne sais pas ce que mon confrère Baratelli pense, mais moi j'aimerais bien qu'il réponde à ces questions-là. Alors, le Maroc a aussi ciblé le portable d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre, mais aussi de 14 ministres et pas des moindres, Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay, Christophe Castaner à l'intérieur lorsqu'il y était, mais aussi des figures politiques comme le député insoumis Adrien Quatennens ou encore l'ancien porte-parole du NPA Olivier Besancenot. Pourtant, la réaction politique de la France n'est pas, on a un petit sentiment de service minimum vis-à-vis de l'ami marocain. Au lendemain des premières révélations, le porte-parole du gouvernement se dit choqué, mais semble tout de même dans l'embarras. On parle là de citoyens français espionnés par une puissance étrangère. Est-ce que le Maroc reste un pays ami, Gabriel Attal? Moi, je veux pas. J'ai découvert encore une fois ces révélations. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en est sur le fond. Je vous dis évidemment qu'il va y avoir des enquêtes, probablement des demandes d'éclaircissement, mais je ne peux pas vous en dire davantage aujourd'hui parce que j'ai découvert cette situation à travers l'enquête que vous avez publiée. Une demande d'éclaircissement auprès du Maroc aujourd'hui? Encore une fois, je ne peux pas vous faire d'annonce précise sur ce point ce matin, mais évidemment qu'on ne regarde pas ces sujets-là à la légère. Le lendemain, à l'Assemblée, le Premier ministre Jean Castex poursuit dans le registre embarrassé. Une réponse à la fois solennelle et très courte. En vous disant, premièrement, les faits que vous venez de rapporter, s'ils sont avérés, sont effectivement d'une très grande gravité. Nous avons donc ordonné des investigations sur leur matérialité, investigations qui n'ont pas abouti, et il ne m'est donc pas possible de m'exprimer à ce stade devant la représentation nationale et devant la nation. Très courte, en effet, moins de 40 secondes d'expression pour finalement botter en touche. Le lendemain, on apprend qu'Emmanuel Macron et des ministres sont aussi sur la liste. Gabriel Attal annonce un conseil de défense exceptionnel et des investigations. Ce que dit l'enquête journalistique qui a été produite, c'est qu'un certain nombre de téléphones portables de responsables politiques, de journalistes, d'avocats ont été ciblés. Que cette enquête ne dit pas si ces téléphones ont été tous effectivement infectés, que si des données en ont été retirées. Et donc c'est ça qui est en train d'être regardé. Voilà, et depuis, pas grand-chose. À cette heure, on ne connaît pas le résultat des éventuelles investigations sur les téléphones des personnalités politiques visées. D'ailleurs, est-ce que ces téléphones ont été saisis pour être analysés? Est-ce qu'ils ont été transmis? Alors, officiellement, les investigations sont en cours. Plusieurs ministres que ma collègue de Mediapart, Hélène Salvi, a eu au téléphone ces derniers temps disaient que leur téléphone n'avait toujours pas été saisi pour analyse. Donc on attend. Et par ailleurs, dans une confidence du journal du dimanche, dimanche dernier, on apprenait de la bouche du coordinateur national au renseignement, Laurent Nunez, qu'on n'était pas certain d'avoir le résultat des investigations concernant le président Macron au nom du secret défense, évidemment. Mais juste, en entendant Maître Baratelli et les ministres du gouvernement et le Premier ministre s'exprimer à l'instant, ça fait évidemment penser à une autre figure du gouvernement qui fut avocat, qui est aujourd'hui ministre et qui est garde des Sceaux et qui n'était pas n'importe quel avocat puisqu'il a été avocat du roi du Maroc et du royaume marocain, qui est donc Éric Dupond-Moretti. Et pour moi, c'est tout à fait le symbole de cet entremêlement d'intérêts croisés, économiques, politiques, aussi dans les milieux culturels qu'on retrouve partout, du soft power marocain qui s'est effectivement installé au cœur des élites françaises, il faut quand même le dire, et jusqu'au gouvernement, puisque aujourd'hui on a quand même un garde des Sceaux qui a été l'avocat du roi du Maroc. Pour moi, c'est le symbole parfait de ce dont on est en train de parler. Il a annoncé, son cabinet a annoncé
qu'il se déportait de ce dossier, comme tous les dossiers qui avaient trait à son passé. Mais bon, voilà, le symbole est quand même extrêmement fort. Oui, et la faible réaction politique est à l'image des relations entre la France et le régime marocain, compromises. On n'a pas non plus relevé des réactions des élites médiatiques, culturelles, qui ont toujours été extrêmement complaisantes sur les turpitudes de la monarchie. C'est-à-dire que même l'affaire Pegasus ne suffit pas à faire entendre des critiques sur le régime. Manifestement, c'est sans doute assez peu. Assez peu. En tout cas, on espère que ça change. Voilà, on espère que ça change. Je pense que c'est un bon début. C'est un bon début, surtout que ça commence avec des enquêtes. Malgré ça, je suis convaincu que c'est la petite partie visible de l'iceberg. Moi, au bout de 5 ans en France, je commence sincèrement à saisir ce que veut dire Omar Broxi, qui est un universitaire également, qui fait partie des cibles de Pegasus, par son ouvrage « La République de Sa Majesté ». Et dans cet ouvrage, il analyse, il décortique un peu cet inversement du rapport de force avec un pays démocratique, une puissance. Je ne sous-estime pas la capacité ni le droit du Maroc d'avoir une diplomatie forte, mais on assiste à un inversement de cette influence et de ce rapport de force avec des règles qui échappent totalement aux règles éthiques et connues mondialement. Et je pense que c'est le moment de revoir. Moi, je ne dirais pas que j'ai perdu totalement confiance dans les politiques français, mais j'ai plus espoir dans la société française qui est très dynamique, qui est très mobilisée sur plein de causes. Et je pense qu'il y a ça, il y a la justice aussi. J'ai encore confiance en la justice française et puis une bonne partie des médias français comme l'Humanité, comme Mediapart, etc. Pour finir, l'Élysée a confirmé un échange entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Ça a été raconté dans la presse. Est-ce qu'on sait quelque chose d'éventuels échanges entre Emmanuel Macron et le roi du Maroc, Mohamed VI? À ce jour, non. Et d'ailleurs, par ailleurs, franchement, c'est pour ça que c'est vraiment, c'est sans surprise et à la fois c'est quand même sidérant. C'est-à-dire là, le scandale est tel qu'on aurait quand même pu imaginer, au moins pour la gloire, au moins pour montrer qu'on fait quelque chose. Comment vous pouvez imaginer un chef d'État visé par un espionnage qui ne fait aucune réaction? Moi, je crois que le Maroc tient une place particulière dans le paysage des ex-colonies françaises. On l'a dit tout à l'heure, on a évoqué tous ces intérêts enchevêtrés. Imaginons une seule seconde que tout autre pays ait été impliqué dans un tel scandale de corruption. Évidemment, la réaction n'aurait pas du tout été la même. Mais on connaît un précédent, Lénaïque, que tu connais bien aussi, c'est la Tunisie. C'est-à-dire qu'on avait ce même type de relation extrêmement complaisante avec le régime de Ben Ali, de la part d'élites politiques, économiques, culturelles, jusqu'à la ministre de la Défense de l'époque. Je ne sais plus si elle était aux Affaires étrangères ou à la Défense. Elle a occupé les deux postes. Elle a occupé les deux postes, mais qui avait des intérêts personnels, économiques, familiaux avec le régime de Ben Ali, et qui, lorsque la jeunesse tunisienne s'est soulevée pour se débarrasser de ce régime autoritaire, a proposé quand même à Ben Ali le savoir-faire sécuritaire de la France. Moi, je voudrais finir sur une note peut-être un tout petit peu plus pessimiste. Allons-y, on est plus à ça près. Évidemment, la justice française est indépendante, en tout cas les juges d'instruction. Je rappelle que le parquet et les membres du parquet sont en tout cas pour les plus importants nommés de façon contrôlée par le pouvoir politique, et que toutes les plaintes qui ont jamais été déposées, en tout cas à mon cabinet sur le Maroc, toutes systématiquement, on a dû passer par ce qu'on appelle une plainte à la constitution de partie civile, c'est-à-dire qu'on a dû forcer le parquet à prendre un acte qui est de nature à permettre l'enquête. Ensuite, le boulot a été fait, il n'y a pas de souci. Mais il y avait ce frein avec une simple plainte. Avec une simple plainte, ça ne passe pas et ça ne passe jamais. Est-ce qu'il y a un lien? J'en sais rien, en tout cas. En tout cas, la statistique est claire dans votre cabinet, dans vos clients, ça ne passe pas et il faut consigner et il faut faire une plainte à la constitution de partie civile. Et il faut prendre toutes les conséquences que ça a derrière, effectivement. Ouais, voilà. Merci à tous les 5. Mati Manjib, vous étiez en ligne depuis Rabat. Merci d'avoir été avec nous. Rosa Moussaoui, journaliste à l'Humanité. Joseph Breham, avocat. Lénaïque Bredou, ma chère consoeur. Et Hicham Mansouri, journaliste marocain. Vous vivez en France. Merci à tous les 5.